Bismillah. Sortir de la ville n'avait été qu'un jeu d'enfant. Pourtant, depuis 2 jours, les patrouilles de soldats parcouraient nuit et jour les rues. Elles arrêtaient les rares passants et les menaçaient afin d'obtenir des renseignements sur la cachette de Lausanne. Lorsque les gardes qui l'avaient laissé échapper furent décapités en place publique, la population de Forlange se mit à avoir de plus en plus peur des représailles possibles. Qu'allait décider ce monstre de rancor dont la venue était annoncée? De leur côté, Lumina et ses amis avaient rapidement gagné les collines les plus proches. Sous la direction de Lausanne, qui semblait connaître l'endroit comme sa poche, ils grimpèrent à flanc de montagne, sur des chemins étroits et dangereux. Le moindre faux pas, et c'était une chute de plusieurs dizaines de mètres, entraînant la mort à coup sûr. Ils marchèrent ainsi pendant plusieurs heures, en silence, ne s'accordant que quelques minutes de repos pour boire à une outre un peu d'eau au goût de cuir. Heureusement, Kanchiu ne nous a pas accompagnés, dit Lumina, brisé de fatigue. Pourtant, lorsque le forgeron donna le signal du départ, en se levant de la pierre où il s'était assis, elle se leva sans rechigner, tout comme Nino et Fodor. Enfin, ils arrivèrent à destination. Dissimulés à moitié par 2 gros blocs de pierre, l'entrée d'une petite grotte s'ouvrait devant Lumina et ses compagnons. Ils y pénétrèrent et s'engagèrent sur plusieurs dizaines de mètres dans un boyau dont les parois devinrent peu à peu très étranges. Lumina était comme fascinée. C'était comme si des étincelles brillaient dans la profondeur de la roche. C'est magnifique, s'exclama Nino. Est-ce vous qui faites cela, princesse? Mais non, je ne fais rien, murmura la jeune fille. Ce serait plutôt l'inverse. Ces roches me font quelque chose. La jeune fille leva les bras au-dessus d'elle et souleva sa longue chevelure. Dans l'ombre de la grotte, ce fut comme si une gerbe d'escarbilles de feu giclait autour du visage extasié de Lumina. Où sommes-nous? Demanda-t-elle avec ferveur. Quel est cet endroit? Je sens la lumière pénétrer par tous les pores de ma peau. Nous sommes à l'intérieur d'une roche venue de l'espace, expliqua Lausanne, devant les regards ébahis de Fodor et de Nino, tandis que Lumina jouait avec les lucioles de lumière qui dansaient autour de son corps. Le forgeron poursuivit. Il y a des millions d'années, un gigantesque météorite est venu percuter la planète à cet endroit. Sous l'effet du choc, il l'a explosé en plusieurs énormes morceaux, dont certains se sont enfoncés profondément dans les entrailles de la Terre. C'est grâce à ce météore, rempli de minerais ferreux, que notre forge existe et que ma famille est la seule à pouvoir fabriquer des objets uniques. Nino et Fodor écoutaient avec attention les explications de Lausanne. Lumina s'arracha à sa fascination et rejoignit ses amis. Le filon de ma famille est bon et nous fournit depuis des centaines d'années un minerai riche et abondant qui donne un acier d'excellente qualité. Ne pensez-vous pas que les hommes de Rancor peuvent venir ici nous surprendre? Demanda Fodor. Peut-être avez-vous un jour été suivis. Ils peuvent nous retrouver. Ce serait un risque à courir, à condition d'être dans ma mine actuelle, fit Lausanne, le sourire aux lèvres. Nous sommes ici dans des galeries abandonnées depuis longtemps, car il n'y a plus rien à en extraire. Mais alors que faisons-nous ici, s'il n'y a plus de métal dans cette zone? S'exclama Nino en colère d'avoir grimpé jusqu'à cet endroit en pure perte. Du calme, impétueux jeune homme. J'ai dit qu'il n'y avait plus aucun minerai à extraire. Peut-être y a-t-il autre chose de plus intéressant. Suivez-moi, je vais vous montrer. L'un derrière l'autre, ils s'engagèrent à la suite de Lausanne dans un autre boyau qui descendait en pente douce dans les profondeurs de la terre. Faites attention, chuchota le forgeron. Cette partie de la mine est très ancienne. Il y a des risques d'éboulement. Aussi, ne parlez pas trop fort et ne vous frottez pas aux parois. D'accord, Lumina? La jeune fille acquiesça, mais elle avait du mal à retenir ses mains, qui étaient attirées comme des aimants par la paroi. La lumière douce qui en sourdait enchantait la jeune magicienne. Son cœur battait à 100 à l'heure. Une roche venue de l'espace, et voilà qu'elle se sentait en communion totale avec ce matériau. Elle en éprouva une joie indicible. Après une marche d'une dizaine de minutes, Lausanne s'arrêta. C'est ici, déclara-t-il gravement. Mais il n'y a rien ne put s'empêcher de dire Fodor, tout aussi surpris que Nino auparavant. Aidez-moi, continua imperturbable le forgeron en commençant à creuser avec ses mains. Nino et Fodor s'exécutèrent tandis que Lumina attirait à elle toutes les particules lumineuses de la grotte, en un bouquet flottant au-dessus d'elle, pour mieux les éclairer. Au bout de quelques instants,
À trois, ils avaient creusé un énorme trou, quand soudain, ils découvrent au fond quelque chose irradiant de mille paillettes. Nino et Fodor s'arrêtèrent aussitôt, tandis que Lausanne continuait seul, écartant le sable avec la précaution d'un orfèvre, jusqu'à découvrir une grosse boule à moitié entamée. Je vous présente le cœur du météorite, dit le forgeron avec fierté. Mes ancêtres l'ont découvert il y a fort longtemps, et l'ont enterré là où nul ne songeait creuser à nouveau. Ce noyau referme le minerai le plus dur et le plus pur que l'on peut imaginer. C'est un véritable trésor qui sert uniquement pour fabriquer l'épée noble des monarques du royaume des mille collines. Nous prendrons juste ce dont nous avons besoin et cacher le reste. À l'aide d'un marteau et d'un burin qu'il avait apporté avec lui dans une besace en cuir, Lausanne se mit à donner des coups secs sur le cœur du météorite pour en détacher des morceaux. Lumina était restée en retrait. Elle poussa soudain un petit cri plaintif. Ses amis se retournèrent en sa direction. Elle regardait la scène avec des yeux brillants comme ceux des chercheurs d'or dans les hauts torrents de la montagne Yergal. Au fur et à mesure que le forgeron remplissait sa besace, ramassant même les plus petits éclats, elle serrait convulsivement ses mains contre sa poitrine. N'ayez crainte, princesse, je n'en prends pas beaucoup, la rassura Lausanne. Il en restera pour vos descendants. Mais aussi loin que je me souvienne, aucun de mes ancêtres n'a rencontré une telle ferveur entre la roche et le futur porteur de l'épée noble. Votre épée et vous serez inséparables, madame. Je ne sais comment vous la nommerez. Gersend, répondit aussitôt la jeune fille, comme si de tout temps ce nom s'était imposé pour l'arme fabuleuse qu'allait fabriquer le maître forgeron. Gersend, répéta Lausanne, ce nom vient de l'ancienne langue et peut se traduire par la fin des guerres. Excellent choix. Une épée qui frappe toujours juste dans le seul but de ramener la paix. Je suis honoré, ma souveraine, continua le vieil homme, d'avoir à concevoir un tel symbole pour une âme pure comme la vôtre. Il se courba à nouveau vers le sol avec précaution. Il fallait économiser pour les autres générations de monarques ce minerai rare. Encore un grand morceau ou deux, et j'aurai ce qu'il me faut, dit Lausanne, en donnant un dernier coup sec sur cette drôle de pierre. Soudain, un bruit sourd se fit entendre. Immédiatement, suivi d'un craquement sinistre dans la voûte, des pierres se mirent à tomber lourdement sur le sol sablonneux de la grotte. Une explosion, cria Lausanne. Une nappe de gaz sans doute. Mettez-vous à l'abri contre la paroi. Tout le monde plongea se colla le plus près possible de la roche et se protégea la tête avec ses bras. L'enfer se déchaîna aussitôt. Des tonnes de roches se mirent à dégringoler tandis qu'une poussière très dense envahissait la galerie, rendant l'air irrespirable. Puis le silence revint d'un seul coup. Rien de cassé s'inquiéta Lumina en interrogeant les autres entre deux quintes de tout. La poussière de l'effondrement obscurcissait les particules lumineuses des parois et le noir le plus absolu régnait dans le boyau, empêchant Lumina d'apercevoir ses compagnons. Je suis mort, fit une voix que la princesse reconnut comme celle de Nino. À part quelques bleus, je suis entier, fit à son tour Fodor. Et vous, maître Lausanne demanda Lumina. Un gémissement fit écho à sa question. Vite, il est blessé. Nino, Fodor, essayons de retrouver le sac avec les torches. À quatre pattes et à tâtons, les trois amis partirent à la recherche du précieux objet. Oui, s'écria soudain Nino, je me suis griffé les mains sur des roches pointues. J'ai trouvé, cria le myrmidon. Et toi, au lieu de faire t'en mijorer, tiens ça. Bientôt, une lueur vacillante apparut dans la main de Lumina. Une faible lumière perça difficilement la poussière qui volait pour venir enflammer la torche. Le trio découvrit aussitôt Lausanne, couché à quelques mètres d'eux, une énorme bosse d'où s'échappait un filet de sang ornait son front. À l'aide d'un morceau de tissu qu'elle trempa avec l'eau de loutre, Lumina tamponna doucement le visage du forgeron. Au bout de quelque temps, celui-ci ouvrit enfin les yeux. Il voulut se relever mais grimaça de douleur en se tenant le crâne. Tout le monde va bien finit-il par demander, une fois ses esprits retrouvés. Autant que faire se peut, dans une galerie murée par des tentes de roches, fit Fodor. La sortie est condamnée. Nul ne viendra à notre secours, dit Lausanne. L'air résigné, personne ne sait que nous sommes ici. Lumina va nous sortir d'ici, fit Nino, pas du tout angoissé. Moi, s'exclama la princesse, utilisez votre pouvoir. Je suis sûr que vous pouvez y arriver. Mon pouvoir s'exerce sur la lumière, pas sur les roches. Mais ces roches-là sont particulières, princesse.
C'est vrai, déclara à son tour Fodor. Je n'y avais pas pensé. Mais je suis d'accord avec Nino. Tu dois pouvoir les déplacer. Lumina inspira alors profondément, comme pour rechercher l'air qui se faisait de plus en plus rare. Soudain, ses yeux se mirent à rayonner, pareil à de la braise qui reprend vie lorsque l'on souffle dessus. La jeune fille serra ses poings et se concentra plus encore en direction de l'éboulement. Ce n'étaient pas quelques pierres qui allaient l'arrêter dans la reconquête de son pays, et celles-ci étaient de la même nature qu'elle en plus. Sa volonté farouche se transforma peu à peu en une force sourde qui montait, montait en elle. Tout à coup, un rayon lumineux intense jaillit de ses yeux étincelants, éclairant la galerie comme en plein jour. Ce trait de lumière frappa les rochers qui bouchaient le passage. À son contact, ils furent littéralement pulvérisés, transformés en une poussière d'étoiles. Le rayon lumineux dura le temps que le tunnel soit dégagé. Finalement, épuisée, Lumina tomba à genoux, le visage couvert de sueur par l'effort immense qu'elle venait de fournir. Lausanne, émerveillé, ne pouvait articuler un mot face à ce sortilège incroyable. Fodor et Nino prirent Lumina chacun par le bras et l'aidèrent à remonter le boyau, tandis que le forgeron les suivait en portant son précieux chargement de cœur de roche. Cette princesse-là, il faudrait compter avec elle sur Ophar.